Mesdames et messieurs, chers amis d'Uni3, j'ai aujourd'hui le très grand plaisir de présenter notre conférencière qui est une collègue et une amie de très longue date. Nous avons pendant des années partagé beaucoup de discussions et de débats dans des colloques, et conférences et séminaires sur l'apprentissage de la lecture. Alors, Anne-Marie Chartier est d'abord agrégée de philosophie, ensuite elle a fait un doctorat en sciences de l'éducation. C'est moi qui appuie sur le clavier, sans le vouloir. On ne veut plus remonter. Il n'y a plus de suspense. Qu'est-ce qui se passe? Il est bloqué. Il est bloqué. Ah. Je vais peut-être continuer ma brève présentation pour qu'on ne perde pas trop de temps. Donc, Anne-Marie Chartier, j'étais en train de dire qu'elle avait commencé sa formation en tant que philosophe et elle est ensuite arrivée aux sciences de l'éducation où elle a soutenu une thèse de doctorat. Parmi ses sujets de recherche, dans le début de sa carrière, elle s'est intéressée d'abord aux mathématiques et à la didactique des mathématiques, mais ensuite, elle s'est intéressée à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, et aussi bien sous l'angle didactique actuel, je vais dire, que sous l'angle de l'histoire, des méthodes d'apprentissage et d'enseignement. Donc aujourd'hui, nous l'avons précisément invitée pour nous brosser un panorama qui sera rapide, puisque vous avez vu qu'on va passer du XVIe au XXIe siècle. Donc ce sera forcément un survol, mais qui nous montrera à quel point ce sujet a été fortement controversé et l'est toujours. C'est un des domaines dans lesquels les pédagogues souvent ne sont pas d'accord et s'affrontent même parfois assez vigoureusement. Voilà, alors je vais sans tarder lui passer la parole pour ne pas manger sur son temps. Merci. Merci de ta présentation amicale, Laurence. Effectivement, nous sommes des collègues de longue durée, mais je ne voudrais pas aujourd'hui rentrer trop dans les débats du XXe et XXIe siècle. Je voudrais plutôt centrer mon propos en deux grandes parties sur les questions que je me suis posées et auxquelles les discussions au cours de ma carrière ne donnaient pas de réponse. J'ai commencé ma carrière dans les années 70 comme professeur d'école normale, à une époque où tout le monde était mobilisé sur la question de l'échec scolaire en lecture et de l'échec précoce en lecture. En particulier, dans le cours préparatoire, à l'époque, on a eu une enquête ministérielle qui avait secoué absolument tout le corps enseignant, qui montrait que à la fin des années 60, en 1967, 30% des garçons redoublaient leur cours préparatoire et qu'il y avait moins d'un enfant sur 4 qui finissait ses années d'école primaire sans redoubler. Et la grande question de l'époque qui m'intriguait énormément, c'était qu'est-ce qui avait provoqué ce recul, cet effondrement de l'efficacité des maîtres. Il y avait toute une série d'articles dans les discours sur la lecture qui paraissaient à l'époque, qui étaient « Pourquoi ne savons-nous plus apprendre à lire aux enfants ?» Qu'est-ce qui s'est-il passé qui fait que nous ne savons plus apprendre à lire aux enfants? Alors, tous les psychologues, sociologues, linguistes étaient mobilisés pour trouver, rééducateurs, pour trouver des solutions. Mais moi, ma question était, est-ce que c'est vrai que le niveau s'est effondré? Qu'est-ce qu'on a comme indicateur? Alors, du côté, il y avait une mise en cause assez violente des maîtres, en particulier des maîtres titulaires
où on reprochait les méthodes archaïques, les mauvaises méthodes, le fait qu'ils ne voulaient leur routine, ils ne voulaient pas se remettre en cause. Et puis les nouveaux jeunes qui arrivaient, eux, ils n'étaient pas formés, c'était des suppléants ou des remplaçants, ils n'étaient pas passés par l'école normale. Et il y a eu un tir de boulet rouge très fort, comme toujours, dès qu'on est dans une situation de crise, sur les enseignants. Alors le corps enseignant se défendait en répondant que les enfants avaient changé, que les mères travaillaient, qu'il y avait la télévision, que les enfants étaient les enfants du divorce, que c'était les enfants de l'urbanisation et que c'était tout différent d'avant, ce qui était assez fragile. Et puis il y avait le grand débat autour de inné acquis. Est-ce que le problème est qu'il y a une dyslexie de type congénital, mais pourquoi il y aurait une épidémie de dyslexie qu'on n'aurait pas détectée dans les décennies précédentes? Au contraire, des problèmes environnementaux liés à des problèmes culturels, de manque de formation à tout ce qui est la culture écrite dans les familles populaires, mais ces familles populaires existaient avant, et avant, on ne le reprochait pas. Donc moi, ma question, la question qui préside à ce qui va être ma lignée de recherche jusqu'à aujourd'hui, et c'est pas fini, c'était cette énigme: qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, alors que même si les conditions ont changé, elles évoluent toujours petit à petit, il y a d'un seul coup un sentiment de crise et d'effondrement de ce qui avait bien marché jusque-là. Et effectivement, dans les années qui ont suivi, on s'est posé des questions sur le fait que ce qui avait probablement produit ce changement, et on va le voir, c'était un changement des paradigmes de ce qu'on attendait de la formation à lecture dans l'école primaire. Donc dans ma première partie, je vais faire répondre à cette question-là en remontant à travers une série de photos de manuels scolaires dont certains sont ceux de vos grands-parents, puis de vos parents, puis de vous-même, puis de nos enfants, et peut-être de nos petits-enfants, mais je ne vais pas m'attarder sur la fin du siècle, pour essayer de voir comment, à travers les manuels de lecture, on peut non pas du tout savoir comment les enfants ont appris à lire. Pour ça, il faudrait être dans la classe, il faudrait lire Laurence Rubin davantage. Elle est une de celles qui nous a appris à observer les procédures de travail des enfants, et pas simplement les procédures de travail des enseignants dans la classe. Mais les manuels de lecture, pour moi, sont des outils extraordinairement précieux, parce qu'à travers eux, on peut voir à la fois l'objectif visé à terme, c'est-à-dire, en gros, quelle lecture veut-on que les enfants maîtrisent à la fin du dispositif d'apprentissage, et comment on imagine des étapes pour se diriger vers ce but. Et donc, en travaillant sur les manuels du XXe siècle, très rapidement dans cette première partie, nous allons voir le changement qui a eu lieu dans les années 70 et qui peut-être rétrospectivement explique ce sentiment de crise. Puis dans un deuxième temps, je vous expliquerai mon saisissement lorsque j'ai découvert les manuels d'Ancien Régime, les manuels beaucoup plus anciens, et qui, eux, ne peuvent pas du tout fonctionner avec notre représentation, je dirais, du XXe siècle, de ce qu'est la lecture, et comment j'ai essayé de répondre à cette question. Alors, premier point de vue, les années Jules Ferry, je vais vous présenter quelques manuels qui commencent donc en 1883, cette méthode Cuissark, parce que c'est la plus célèbre de l'époque, une de celles qui a été rééditée énormément. Et voilà la première page, on en a vu. Alors, vous voyez, les deux points qui me paraissent importants, c'est de voir bien qu'on commence directement par la lettre son, puisqu'elle est liée à une vignette qui représente en dessus du i une île, en dessus du n un ni, et vous voyez qu'on peut faire la première syllabe ni, ni, et puis en dessus du u, c'est la troisième leçon. Première leçon, le i, deuxième leçon, le n, troisième leçon, le u, une usine, quatrième leçon, le m, la malle. Et je dois vous dire que je me suis posé un grand problème, c'est pourquoi on commençait par ces lettres-là, et pas comme dans beaucoup d'autres abécédaires, par le A ou par le O, comme c'est le cas souvent dans les manuels qui vont suivre. Je vous donnerai la réponse tout à l'heure, il y a une réponse. Mais vous voyez qu'en haut, on a toutes les voyelles, et puis alors, j'ai perdu une diapositive entre Paris et Genève, je ne sais pas où elle a passé, mais voilà, un point très important, c'est que là, on est à la page 14 ou 15, et il y a une récapitulation, vous voyez, de toutes les voyelles étudiées,
on a accent circonflexe, on est bien sur l'écriture. Hein, et à côté, les consonnes avec lesquelles il peut y avoir des combinaisons, et on voit l'écriture, le remède à opérer, imite le modèle, c'est-à-dire des textes complètement réguliers, où en gros une lettre, un son, et c'est toujours la même lettre et le même son, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là, et avec une segmentation. Vous voyez, chaque syllabe est coupée d'un petit espace qui fait qu'au moment de la lecture à voix haute, l'enfant sait quelles sont les choses qui vont ensemble. Chaque unité est une unité qui doit être prononcée d'un seul coup, et on a en bas une petite indication sur les procédés. Avant de commencer les exercices de récapitulation, le maître fera bien jeter un coup d'œil sur le chemin parcouru, etc. C'est-à-dire que ce livre de lecture qui est pour les enfants est aussi en même temps un livre de lecture qui est pour le maître, puisqu'il donne des procédés pédagogiques, et qui est pour les parents, pour leur montrer que l'apprentissage de la lecture suit des procédures qui sont des procédures explicitables. Alors, je vous ai pris celui avec les plumes, puisqu'il montre les fameuses plumes Bagnol et Fargeon. M'en suis servi dans mon école savoyarde, de l'autre côté de la frontière, et les plumes Reverdy, qui étaient plus parisiennes, celles-là, je ne les ai pas connues. Je passe à un autre livre de la même époque, 1886, qui s'appelle Méthode analytique synthétique. Alors celui-là est intéressant parce que vous voyez qu'au lieu de partir du I et on ira vers le ni, ou du U et on ira vers usine, là on part de papa, on décompose en 2 syllabes, on décompose en 4 lettres et on va sortir la lettre qui est un son A et la lettre qui est un son aussi P. Et vous voyez que, je vous fais remarquer que comme on le verra dans des livres d'Ancien Régime, ils ont bien écrit « ap », parce que c'est beaucoup plus facile pour un enfant de prononcer une consonne quand une voyelle la précède, une consonne de ce type-là. Ça, c'est très difficile pour les enfants. Il dira « P », il dira le nom de la lettre. Alors que dans cette configuration, on peut entendre le « ap » sans lui adjoindre pour autant un nom de lettre P. Ça, c'est différent de la méthode Cuissard, mais voilà le mode d'organisation. On est toujours sur des lectures de mots, et c'est seulement un peu plus tard qu'on arrivera vers des lectures de phrases. Je vous ai mis cette méthode-là, qui n'est pas du tout dans son édition des années 1880, mais sa première version est 1907. Alors, je ne désespère pas de retrouver un original que je puisse photocopier, mais elle est toujours en vente en France à Carrefour, enfin dans tous les grands magasins. C'est la méthode Bochet qui a eu un succès absolument faramineux. Vous voyez qu'on est sur I et U exactement, comme dans la méthode que je vous ai montrée précédemment, la fameuse méthode Cuissard. Et on va, alors en plus, il y a une petite méthode d'arithmétique qui est jointe. Ça, ce n'était pas dans la méthode Bocher. Et on va avoir, après, la jonction avec des consonnes. Cette fameuse petite phrase de Toto a été têtu, qui va permettre, là aussi, on lit là aussi des mots complètement réguliers, c'est-à-dire qu'on commence à donner aux enfants l'idée que la lettre est un son unique, et la voyelle est un son unique, et c'est seulement en avançant dans le livre qu'on viendra vers des choses un petit peu plus compliquées, où de temps en temps on aura des TIE qui se prononceront cieux, et des choses où il faudra revenir sur des apprentissages pour montrer toutes les exceptions à la règle. Voilà comment se termine cette méthode. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a une récapitulation de l'alphabet bas de casse, capitale, et puis cursive, écrite et majuscule, minuscule, majuscule. Et à côté, regardez le premier texte de ce livre. Ça, pour moi, c'était un objet de grande interrogation. Jusqu'alors, les enfants n'ont lu que des mots de toutes petites phrases. Et d'un seul coup, on estime l'apprentissage terminé. Et puisque les enfants, maintenant, savent tout des modalités de la lecture, alors ils peuvent entrer directement sur des grands textes. Jamais dans les manuels actuels, vous ne trouverez une sorte de franchissement d'obstacles aussi gigantesque. Et alors la chose très amusante, mais ça je pense que Mathurin-Bocher ne le savait pas, c'est que le texte qui a été choisi, La petite poule rouge, est un texte traduit de l'américain
qui a été inventé en 1887 à partir d'un conte qui, lui, est un conte russe beaucoup plus ancien, mais réécrit spécifiquement pour une méthode globale, une méthode entièrement globale, où il n'y avait aucune décomposition des mots. Et cette cette histoire est donc mise en français dans une méthode qui est la méthode la plus synthétique qui soit, où il n'y a pas une once de présupposé globaliste. Alors, justement, on va passer après-guerre dans une autre époque. Alors voilà, celle-là, j'ai une petite émotion en vous la présentant, parce que c'est celle que mon institutrice avait trouvée dans l'école rurale où j'ai fait mes premiers pas en lecture, et elle datait de 1931. On était en 1950, elle n'en avait pas d'autres, elle en a changé très vite après pour Rémy et Colette, mais elle est celle dans laquelle, finalement, j'ai appris à lire. Voilà, on est sur Titi, Toto et la mère de Lily a tué le coq, avec les bœufs barbus, etc. On est exactement sur la méthode de Cuissard ou la méthode Bocher. Il n'y a pas de différence de principe, même si la méthode, dans son préambule, dit qu'elle est une méthode extraordinairement adaptée à la psychologie enfantine, parce qu'il y a plein de petites histoires drôles, que les enfants adorent ça, ça s'appelle En riant, et les auteurs de l'époque sont persuadés qu'on est là devant un texte qui va plaire et faire rire énormément les enfants et leur apprendre à lire sans difficulté, sans larmes. Alors, voilà le texte, je vous donne un des plus grands textes produits par le livre, Le bal, le gros René a une flûte, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, Toto et Lily valse, et je vous attire votre attention sur le fait que le EET est supposé ne pas pouvoir être lu des enfants, puisque dessous, il est marqué qu'on doit prononcer le « et puis valse, le « NT » est écrit là aussi en maigre, de manière à ce que les enfants sachent bien qu'il ne faut pas prononcer ces deux lettres. De la même manière, Titi miaule et regarde Lily, le miaule AU est considéré, on est dans les dernières pages du premier livret, comme étant au-delà de ce que les enfants sont susceptibles de faire. Alors, j'ai retrouvé, mais pardonnez-moi la photocopie très mauvaise, la méthode globale qui est parue en France en 1924 et qui a eu très peu de succès, elle n'a jamais été rééditée, qui est la méthode Rouquier, pour vous montrer tout de même qu'il y a une voie qui se démarque de ces premières voies entièrement synthétiques. Alors voilà la préface et la première partie. On voit donc deux images qui sont des images qui ne sont pas simplement illustratives, comme le nid, l'usine, où il faut désigner ce qu'est la chose, mais une scène. Alors là, vous allez voir l'inspiration romantique. Jules a une tête, alors Jules, une tête, il a. Mot à réviser, Jules, une, la tête, c'est la deuxième leçon. Et Jules, c'est maman lave les bras et les jambes. Non, il n'y a pas ma maman. Il y a Jules a des bras et des jambes. Voilà. Et on voit la mère qui lave le petit garçon. Là, on voit à travers l'illustration que cette méthode n'est pas destinée à un public populaire. Elle est destinée, je pense, à des écoles privées ou à une éducation familiale, puisqu'on voit le père dans le fauteuil, parlant avec ses enfants. L'environnement dessiné à l'intérieur du livre est un environnement classe moyenne ou classe bourgeoise. Mais je vous ai mis cette double page pour que vous voyez, ferme les grands yeux, texte, je regarde les paupières roses et les sourcils noirs, ferme aussi les paupières, Jules, et dort. Ce sont les paroles que la maman dit au petit garçon. On est à la 9e leçon, c'est-à-dire relativement encore au début de l'année. Et là, bien sûr, la perspective est celle d'une remémoration globale permettant la relecture des phrases une fois qu'un adulte vous l'a lu. Mais on arrive à la 40e leçon, où vous voyez, quand vous lisez ceinture, peinture, teinture, couverture et rature, tous ces mots en ture, on va pouvoir tirer à travers ces listes de mots des parties de mots qui s'écrivent de la même manière, et on va arriver progressivement, à partir de l'analyse des mots, à quelque chose qui va ressembler à papa, ce qu'on voyait sur la méthode analytique synthétique, mais beaucoup plus tard, et avec un système d'analyse qui n'est pas le même. Là, on va avoir peinture, deuxième colonne, la peinture, il peint, il dépeint, il teint, il atteint. On va tirer le 1
E-I-N, qui est difficile pour les enfants, mais comme on sait déjà lire le mot, l'enfant peut retirer cette partie de mots et savoir qu'il a là accès à une règle orthographique du français. Là, on a sur la page de droite la maîtresse, la mairie, la maison, il a raison et la saison. Vous sentez comment on va pouvoir faire aux enfants, à travers l'analyse de comparaison des mots, qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui n'est pas pareil, comment s'écrit ce qui est pareil, comment s'écrit ce qui n'est pas pareil, une procédure qui est une procédure analytique qui permettra de retrouver après la combinatoire en syllabes et en mots. Cette méthode globale est importante du point de vue théorique, elle est très peu importante du point de vue pratique, puisque en France, à part les seuls pratiquant une méthode de ce type-là, c'étaient les maîtres Freinet, c'est-à-dire ceux qui faisaient un travail dans la classe de production d'écrits, de lecture des écrits produits par les enfants, soigneusement choisis par les maîtres, parce qu'on n'écrivait pas tout ce que les enfants disaient. Les enfants proposaient une phrase. Bon, je suis allé samedi, je suis allé au supermarché avec ma tata, et le maître écrivait alors Rémi est allé au supermarché ou au marché avec tata, et les enfants lisaient le texte à l'oreille, puisqu'ils venaient de l'entendre dire, ils savaient ce qu'il signifiait, et ils avaient ensuite, après avoir fait une analyse de qu'est-ce qui est pareil et pas pareil, qu'est-ce qu'on reconnaît, qu'est-ce qu'on ne reconnaît pas, le travail d'imprimer le texte en lettre à lettre avec l'imprimante, avec l'imprimerie de la classe, on le tirait, chaque enfant avait le texte distribué, si bien qu'en gros, il n'y avait pas de manuel dans les classes Freinet, il y avait la construction progressive d'un livre, un petit peu obéissant à ces principes de on lit ce qu'on a antérieurement énoncé à l'intérieur de la classe. Dans les années 50, vous allez voir arriver alors, un changement énorme du point de vue de la présentation des livres. Celui-ci, le Rémi et Colette, je vous ai mis que la première édition était de 52, c'est une erreur qui me satisfait puisqu'il me semblait que j'avais trouvé des références à ce livre plus tôt, et c'était 48 la première édition, donc c'est un livre de l'immédiate après-guerre, même si l'imagerie, la manière dont sont habillés les enfants, elle, a régulièrement été remise au goût du jour. Mais les principes du livre sont restés les mêmes. Et ce que vous voyez en haut à droite, c'est acquisition globale. C'est-à-dire qu'on est devant une de ces méthodes qui s'appellera méthode mixte, c'est-à-dire où on commence par des acquisitions globales. Tout le monde pense que commencer par le I de nid et le U de usine n'amuse pas du tout les enfants, ni par le taux de toto, qu'il faut une petite histoire, qu'il faut des héros. Et là, on a les premières lectures, donc tout de suite une phrase découpée en étiquettes, là, maman de Colette et de Rémi, même si ces mots sont très réguliers, il n'empêche qu'on est bien sur non pas des lectures de mots, mais tout de suite une idée de lecture de phrases, avec très vite le I qui sort à la troisième leçon, et donc on va avoir M-I, mi, L-I, li. Vous voyez simplement que le point de départ, maintenant, c'est de contextualiser l'apprentissage de syllabes et de la valeur sonore des lettres, consonnes et voyelles, à l'intérieur de quelque chose qui leur donne le sens de ce qui ira vers un texte. Alors, je vous ai donné un petit peu une idée de la progression pour vous montrer que quand même, la part de texte est très faible. On est tout de même sur des lectures de petites phrases avec beaucoup de mots, de manière à faire progressivement travailler des automatismes de reconnaissance de syllabes, Colette, Cap, avec des discussions sur... Et la phase suivante, certains d'entre vous le connaissent sans doute, peut-être par eux-mêmes ou leurs enfants, là on va aller, vous voyez qu'on va beaucoup plus vite. C'est la même lignée que celui qu'on vient voir, mais la phase de décomposition vers on tire de Valérie le I, très tôt, et tout de suite on va avoir des lettres, des petites phrases, et très vite des petits textes,
si bien que beaucoup d'instituteurs se plaignent de l'excessive rapidité de progression de ce livre en disant « il va beaucoup trop vite pour les enfants ». Pour certains enfants, il ne pose aucun problème, mais pour d'autres enfants, il produit un savoir flou, c'est-à-dire que dès qu'on sort de la mémoire du texte travaillé en classe, les enfants ne sont pas sûrs dans leur lecture, ils cherchent à se rappeler et ils se trompent. Et une des grandes discussions des années 70, c'était de savoir justement si une des raisons de la difficulté de l'échec en lecture tenait pas à ce que, très progressivement, on avait pensé les enfants capables de progresser dans la lecture beaucoup plus vite que dans les années 30 avec Toto et Riri et Lily, je ne me souviens plus, Lily et Toto, oui, mais tellement pour les intéresser, mais que le prix de cet intéressement, c'est-à-dire de mettre en place des textes, des histoires, c'était un prix payé du côté d'un entraînement insuffisant à la décodification, pour dire les choses un petit peu, disons de manière pas très rigoureuse, mais que tout le monde comprendra, c'est-à-dire la technique de lecture, de l'écriture. Je vous montre le dernier texte de ce premier livret, il y a 2 livrets dans l'année, pour vous montrer à quel point on a un texte long à lire, avec, alors on est sur les E, Valérie a un nœud dans les cheveux, Daniel est heureux. Je peux vous dire que cet ouvrage a fait l'objet d'analyses critiques sur l'idéologie passéiste et des livres de lecture de manière extraordinairement forte dans les années post-70. Moi, j'en étais là, et donc du coup, d'une certaine façon, ce qui est apparu très clairement, c'est que ce qui avait changé, l'orientation de tous ces livres de lecture est prioritairement la mise en place de la sécurité du déchiffrage. Jusqu'ici, celui-là compris. Mais on voit très bien qu'à partir des années 60, il se passe quelque chose, années d'après-guerre, Deuxième Guerre mondiale, il se passe quelque chose qui fait qu'il faut faire entrer plus précocement les enfants dans de la vraie lecture, entre guillemets, des lectures de texte, pour qu'ils deviennent, entre guillemets, autonomes en lecture. Et en fait, on sait ce qui produit ça, maintenant c'est facile de le voir rétrospectivement, c'est qu'on est dans la grande période de massification secondaire des études. Dans les années 1930, au temps de Riri et de Toto et Lily, il y a 15% des enfants de l'école primaire qui vont vers l'école secondaire ou les écoles primaires supérieures. Les autres, même les très bons élèves, vont vers le certificat d'études et la vie active. On a largement de quoi abonder ces 15%, on pourrait même en donner beaucoup plus. Et c'est une des plaintes de l'époque, de dire qu'il y a un gâchis, que beaucoup d'enfants des milieux populaires ne peuvent pas continuer d'études alors qu'ils en ont pleinement les capacités, et qu'il faut ouvrir le second degré. Et évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, avec le développement économique et la croissance, tout le monde sent très bien à quel point il y a une nécessité très très forte d'élévation du niveau de scolarisation de tout le monde. Conséquence, on ouvre les 6e beaucoup plus largement. Quand j'ai passé mon examen d'entrée en 6e, qui était un des derniers du genre, en 1955, je crois qu'il a duré 1 an après moi, on était encore, dans mon école rurale, on était 2 à le passer de ma promotion. Les autres n'avaient pas du tout l'idée d'aller vers des collèges et des lycées. Ils allaient aller vers le cours complémentaire 2 ans, et puis il y avait du travail pour tout le monde de toute façon. Mais après ce tiers, on avait dans l'examen d'entrée en 6e un examen beaucoup plus difficile que la lecture du certificat d'études, puisqu'on devait, à partir d'un texte, faire un résumé et un commentaire de texte, ce qui demandait une capacité de lecture bien au-delà de ce qui était demandé au certificat d'études, qui était une lecture à voix haute en mettant le ton, une lecture de texte de récit généralement, en montrant, en lisant qu'on comprenait ce que disait le texte. Donc le certificat d'études se passait à 14 ans. L'entrée en 6e se faisait à 11 ou 12. Donc vous voyez à quel point les maîtres conduisaient dans leur propre classe de primaire un mode d'apprentissage de lecture à 2 vitesses. Les meilleurs élèves n'avaient aucun problème pour être préparés en 6e, mais les autres menaient une lecture extraordinairement lente,
sérieuse. Le cours préparatoire étant l'année du déchiffrage. Il fallait à la fin de l'année pouvoir lire à peu près sans effort. Les autres devant lire couramment dans les 2 années de cours élémentaires qui suivaient. Et enfin, on arrivait à la lecture expressive qui montre qu'on lit en comprenant dans les années du cours moyen et du cours supérieur. Tout se casse, tout ce beau mécanisme disparaît quand il faut que tout le monde entre en 6e, d'où ce sentiment, quand les professeurs découvrent qui sont les élèves du primaire qu'ils n'ont jamais rencontrés, un sentiment d'échec de l'apprentissage en lecture. Donc la réponse à ma première question est là. Oui, la crise de la lecture des années 70, elle n'a pas été due à un effondrement des compétences des élèves, mais à une publicité, au fait que la secondarisation a rendu visible les nouveaux paradigmes de la lecture et qui sont qu'il faut lire silencieusement, seul, pour pouvoir répondre à des questions sur des textes. Bon, j'avais bien compris le XXe siècle. Et voilà, je veux vous montrer un abécédaire qui est au musée d'éducation de Rouen, que j'ai découvert, qui date probablement du XVIIe ou XVIIIe siècle, mais il a été réédité en 1810. Je vous le montre en entier. Donc on a première page, il ne faut pas que vous voyiez une petite fleur blanche à 4 pétales, mais il faut que vous voyiez une croix noire sur fond blanc. Hein, voilà, c'est une croix de Pardieu. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti, Amen. Un alphabet, oraison dominicale, Pater Noster qui es in celis. Voilà, salutation angélique, symbole des apôtres, bénédiction de la table, grâce après le repas, oraison, Angele Dei, et ça, c'est la seule chose du 19e siècle de cet abécédaire, qui a été une réimpression avec des bois du 17e. C'est la couverture qui est pliée en 2. Je ne l'ai pas en couleur, malheureusement. Une petite fille qui a dû, j'imagine, broder ce qui est sur la page de droite, la croix de Dieu, la croix de Dieu. Et à gauche, vous avez un tableau de syllabes. Ce qu'on ne voit pas, et c'est pour ça qu'il faudra que je reprenne la photo, les voyelles sont en rouge et les consonnes sont en noir. Et vous voyez que les caractères, les fontes de caractères sont modernes par rapport à celles qui étaient avant, où on a encore les S du milieu, en F, si vous voulez, au milieu des mots. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, comment est-ce qu'on pouvait apprendre à lire avec ça? C'est impossible. Tout ce que j'ai appris sur l'apprentissage de la lecture montre qu'on ne peut pas apprendre à lire avec ça. Or, c'est un abécédaire, ce n'est pas simplement un livre de prière. Je vois bien comment on peut réciter, mais si on récite, on n'a pas besoin de livres. Et pourquoi ces livres, des milliers de livres de ce genre, ont été proposés au courant du XVIIe et du XVIIIe siècle? Qu'est-ce que c'était apprendre à lire à des enfants à cette époque ancienne? Alors, je vous en présente un autre. Je vous ai mis ce petit-là. Celui-là, c'est un abécédaire très, très chic, puisqu'il a été fait par le précepteur Dumas, qui est un abbé, pour les enfants de la Maison de France. C'est probablement dans celui-là que les enfants de Louis XV ont appris à lire. Alors, il est de 55 leçons pour le maître et 106 leçons pour l'enfant. C'est un très gros livre qui commence comme ça. Premier ABC français. On prononce français, hein, bien que ce soit écrit François. Voilà les voyelles en un. Voilà, on est à la leçon 53. Jusque-là, vous avez eu toutes les combinaisons possibles et imaginables de lettres. Et là, vous avez toutes les écritures de toutes les voyelles. Là, vous avez des pages entières qui déroulent toutes les syllabes possibles. J'ai pris celle-là parce que la majorité de ces syllabes sont d'une rareté en français absolument ahurissante. Elles sont dans l'abécédaire. Vous pouvez dire, mais à quoi servait cette chose? On finit le premier abécédaire et on trouve second abécédaire, 59. Je vous le montre parce que c'est intéressant. Là, on a mis toutes les valeurs que chaque lettre pouvait prendre. Regardez la lettre C. On a K, cal, can, cap, carcasse, etc. Ce, C, 7, c'est-à-dire c'est la deuxième valeur du C. Saint, sep, c'est, ce, cher, chant, chant, char, chaud, chaud. Et on aura le cœur aussi, le CH. Bon,
Et puis, cet abécédaire, alors 100 pages plus loin, se termine par un abrégé de la doctrine chrétienne pour les jeunes enfants. Et là, on lit « Dieu est le créateur du ciel et de la terre, le souverain Seigneur de toutes choses, il n'y a qu'un seul Dieu, il ne peut y en avoir plusieurs », un catéchisme, et qui est un texte à lire, et qui est un texte dont vous voyez la difficulté du point de vue écrit en petits caractères. Comment est-ce que c'était imaginable d'apprendre à lire avec ça? Alors, la Révolution passe, on arrive au XIXe siècle. Voilà un des abécédaires, une des formes d'abécédaire qui a été 360 éditions jusqu'en 1870, petit manuel de l'enfance ou abécédaire du chrétien, où ces abécédaires s'appellent aussi instructions chrétiennes. Si bien que très souvent, ils ne sont pas repérés comme abécédaires, mais on pense que ce sont des catéchismes. Mais ils commencent par... Voilà, les lettres en capitales et minuscules d'imprimerie, les nombres. Voilà, un tableau de syllabes. Alors, bas de lit, beau nu. Ça, c'est intéressant parce que vous voyez qu'on n'a pas babubi bobu, mais on a une combinatoire qui fait varier toutes les voyelles avec des consonnes différentes. Puis, des lectures de syllabes, bon ton son, bon, qui sont des mots. C'est-à-dire que toutes ces syllabes peuvent, alors pas phare, mais chat, peuvent pratiquement être lus comme des syllabes ou comme des mots ayant un sens. Et puis voilà ce qu'on retrouve. Alors non pas le paternoster de tout à l'heure, mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui êtes aux cieux. Je vous ai mis la fin de la première partie, c'est les éléments. Deuxième partie, les prières syllabées. Troisième partie, on recommence les prières, mais écrites dans un corps normal. Bon, et on va s'arrêter là. C'est un héritage qui va durer jusqu'aux années. Comment est-ce que les enfants pouvaient apprendre à lire là-dedans? Moi, ma question, c'est lire, c'est découvrir un texte inconnu, et non pas lire un texte par cœur. Si les enfants ont commencé par apprendre le Notre Père avant d'ouvrir le livre, comment voulez-vous qu'ils apprennent à lire en lisant un texte qu'ils savent déjà? Alors, je me suis rendu compte que cette question, en fait, cette manière de poser le problème, eh bien, c'est une manière du XXe siècle. Pendant des siècles, probablement depuis la Grèce antique, ce n'est pas du tout comme ça qu'on apprenait à lire. Alors, je vous présente un livre, et je vais quasiment m'arrêter là-dessus, un livre qui est de 1832, qui a été commandé à 1 million d'exemplaires par le ministère pour être distribué gratuitement aux élèves pauvres, qui est, je dirais, le premier livre qui correspond à une vision profane de l'enseignement, puisque à partir de 1830, l'école doit être ouverte à tous les cultes, c'est-à-dire catholiques, protestants, israélites. Et ce livre est le premier livre qui, d'une certaine manière, n'est pas affilié à une religion, le catholicisme, comme les 3 précédents que je viens de vous montrer. Alors on commence, vous voyez, par une déclaration scientifique sur les objets de la science et de la technique, et les voyelles, les consonnes, elles ne sont pas données dans l'ordre alphabétique. Alors ensuite, de quoi je vous ai passé 10 pages de voyelles, 15 pages, on arrive à 24 pages de syllabes, inverse, direct, etc. On arrive sur les problèmes, lettres qui changent leur prononciation, ce, the, bon, toutes les exceptions à la langue. La question des liaisons des mots, ce qui veut dire que ce qui est visé, c'est bien une lecture à voix haute, et non pas une lecture des yeux. Les problèmes des signes de ponctuation, ce qui est visé, c'est une lecture à voix haute expressive qui tienne compte des respirations de la phrase. Premier texte. Alors là, c'est pire que la petite poule rousse. Voilà, le premier texte que lisent les enfants, une fois qu'ils ont fait des syllabes, des syllabes, des syllabes, c'est « Les petits-enfants ne savent ni parler ni marcher, ni se servir de leurs mains, ils périraient si les grandes personnes n'en prenaient soin, on leur donne donc à boire et à manger. » Vous voyez un peu la conception de l'apprentissage. Alors, c'est syllabé, il y a écrit en italique les lettres qui ne se prononcent pas, mais on est sur un grand texte qui va être d'une page, tous les textes ont une page, d'instruction. Alors, les devoirs des enfants, le premier devoir des enfants est la docilité. Le monde a bien changé, effectivement. On va continuer les métaux, les alliages, vous aurez tout ça. Il y aura la Constitution française de l'époque, et on va arriver à un petit manuel de sciences encyclopédique.
Et là aussi, je dirais que la question qui se posait à moi, c'est comment les maîtres pouvaient se servir d'une telle chose. Alors voilà le livre de Peigné, pour finir, qui lui invente une autre progression, mais le grand avantage est qu'il nous donne des indications sur l'usage en classe. Alors on retrouve les lettres. Deuxième classe, ça veut dire que 6 mois ont passé, sinon 1 an. Là, on retrouve des listes découpées de mots avec des syllabes, mais à côté, vous voyez qu'il y a les premières petites phrases syllabées dans le 3e paragraphe. L'étude sera utile, la cabane a été solide, il a bu du café, l'élève sera puni. Les collègues linguistes, mais non pédagogues qui lisent ça, trouvent ces textes totalement surréalistes. Le problème est qu'il ne s'agit pas de texte, il s'agit d'une suite d'exemples, mais effectivement, le rapprochement entre ces petites phrases a de quoi nous faire sourire, sauf si, comme moi, on se pose la question de savoir, les maîtres ne sont pas fous, ils sont normaux, les élèves aussi, les parents aussi. Comment est-ce qu'étaient reçus et comment est-ce qu'étaient traités ces types de matériaux? Quelle conception de la lecture est-ce qu'il y avait là derrière? On finit le texte et on trouve les lectures courantes, du même type que les métaux, mais sur la version qui est celle des vertus, une lecture très longue d'un seul coup. Alors, entre-temps, il s'est découlé presque 15-20 ans, j'ai compris 2 choses. J'ai compris, la première chose, c'est qu'il y a eu une révolution de la lecture entre cette étape des années avant 1850 et les années Jules Ferry. Et cette révolution s'est passée avant Jules Ferry, ça n'est pas la République, ce n'est pas une révolution politique, c'est une révolution technique. Première révolution, c'est ça. Si vous voyez la différence qui ne m'a pas du tout sauté aux yeux à l'époque, entre les premières lettres du Peigné et les premières lettres du Cuissard, eh bien, la chose que j'ai fini par voir, c'est que là, on a un I imprimé et un I manuscrit. C'est-à-dire qu'on est dans des méthodes de lecture-écriture. Les méthodes qui précèdent ne sont pas du tout des méthodes de lecture-écriture, elles sont des méthodes pour apprendre à lire seulement. Pourquoi? Eh bien, parce que jusqu'en 1850, les enfants apprennent à écrire à la plume doigt, et des tout petits ne peuvent pas manipuler la plume doigt, c'est trop difficile. Le maître doit être à côté, on doit tailler les plumes doigts, le papier coûte très cher, et puis on invente le papier de cellulose qui fait baisser le coût du papier par 10. C'est à peu près comme l'effondrement du prix des ordinateurs, si vous voulez. Toutes les écoles peuvent avoir des cahiers. On invente la fameuse plume métallique dont je vous ai montré l'image, c'est pour ça qu'elle est si importante. Et les petits garçons n'ont plus besoin d'avoir dans leur poche des canifs pour tailler leurs plumes, ce qui fait qu'on peut faire écrire des enfants dès l'âge de 5 et 6 ans. Sur des bancs, on fait venir des ardoises avec des craies, et les enfants peuvent s'exercer à l'écriture, et d'un seul coup, toutes les méthodes d'apprentissage vont changer, et surtout l'accélération est gigantesque. Avant, on prévoit 3 ans pour apprendre à lire, avec Cuissard, on prévoit moins d'1 an. Et ça veut dire que quelque chose s'est passé. Alors je dirais, de ce côté-là, maintenant il faut aller voir du côté des mémoires d'apprentissage, c'est comment est-ce que les enfants construisent l'automatisation de la relation du décodage à partir des années 1880, probablement, à force de copie. C'est-à-dire que non seulement ils copient des lettres, mais ils copient des syllabes, mais ils copient des mots, et dans le temps d'écriture, ils mettent en mémoire, avec le geste d'écriture, ce qui va leur servir pour réinvestir du côté d'autres apprentissages. Mais du coup, cette découverte me fait comprendre la méthode du bœuf à bas, que cette méthode abolit. Là, on est sur la lecture directe de syllabes. Quand l'enfant verra, il dira N-I, mais quand il voit écrit ni, il lit ni. Alors qu'avant, quand il voyait écrit pater noster, il disait pe a pa, ter ter, pater, ou notre et no, ter tre, notre. Et je découvre un texte du XVIIe siècle qui me donne la clé de cette méthode d'épellation en me disant
c'est un dialogue de 1624 qui est rapporté dans un texte de The Schoolmaster anglais qui est John, how do you write people? Est-ce que vous pouvez lire peuple, people? Robert répond, I cannot write. Je ne sais pas écrire. Je ne peux pas écrire. John. I meant not so, but when I say write, I mean spell. For in my meaning, they are both the same. Quand je dis, je sais que vous ne savez pas écrire, mais quand je dis écrivez, je veux dire épeler, parce que dans ma tête, c'est la même chose. Ah, alors je peux vous dire P-E-O-P-E-L-E. Ce qui veut dire que la méthode épellative est une méthode qui s'est mise en place avec l'invention de l'imprimerie au XVIe siècle, au moment où les églises décident de la nécessité de scolariser tous les enfants pour qu'ils puissent lire les textes religieux à la lettre, avec l'aide d'un livre. Et que deux choses se mettent en place. Du point de vue pédagogique, cette fameuse méthode d'épellation qui convient à des enfants qui n'ont pas à apprendre à écrire, parce que ce n'est pas utile pour leur vie ordinaire, et qui ne peuvent pas apprendre à écrire parce que les instruments manquent dans toutes les écoles. Donc c'est le détour, je dirais, génial, qui a été inventé par les maîtres pour que les enfants apprennent à lire quand même. Mais la représentation de la lecture n'est pas du tout ni celle des années 70, qui est de la lecture autonome, silencieuse et rapide, ni même celle des années post-Ferry du XXe siècle, qui est la lecture expressive à voix haute. C'est la lecture mémoire qui rend possible la relecture des textes qu'on a déjà appris. Et la méthode d'apprentissage est très simple, c'est-à-dire je peux m'entraîner tout seul à lire le paternoster, puisque comme je connais le texte dans ma tête, je peux voir comment l'écrit encode l'oral. Je sais que c'est pas terre, donc je vois que pas, ça s'écrit PA. Je sais que c'est pas terre, et que là. Je dirais que, je disais en confidence à Laurence avant de commencer, je suis dans une chorale, je n'ai pas de formation musicale, je ne sais pas lire couramment la musique, c'est comme ça que je fais pour lire Bach. C'est-à-dire que j'ai appris par cœur, en écoutant chanter mes collègues qui, eux, lisent couramment la cantate 12, et je m'aide de la partition musicale en permanence pour pouvoir relire précisément, à la lettre, à la note, au dièse près, ce que je sais dans ma mémoire. C'est une autre conception de l'apprentissage de la lecture qu'aujourd'hui nous avons perdue. Je vous remercie. Voilà, je remercie très chaleureusement Anne-Marie Chartier. Je pense qu'on aurait pu passer plus de temps sur chacune de ces planches de manuel pour relever plein d'autres petits détails historiques. Malheureusement, bon, le temps est toujours compté, mais je pense que vous avez pu vous apercevoir à quel point, en fait, la lecture, l'apprentissage et la lecture sont des activités complexes et que la définition qu'on peut donner de la lecture a varié selon l'histoire. Je dirais que maintenant, on est probablement dans une période... C'est compliqué parce qu'on veut tenir compte de tout ce qu'on a appris du passé en analysant ces manuels et tout ce qu'on a appris aussi à travers les études des psychologues, des sociologues, etc. Donc, on n'a pas simplifié la tâche des enseignants, je crois qu'on a plutôt compliqué. Voilà, donc on va terminer là-dessus. Je laisse donc, comme d'habitude, on va laisser une dizaine, 5-6 minutes de pause pour permettre à ceux qui souhaitent nous quitter de le faire et permettre aux autres de rédiger des questions qu'ils aimeraient soumettre à Anne-Marie Chartier. Merci. Voilà, merci encore. C'était super. Vraiment.
Il faut qu'on me dise comment... Ah là, ça va comme ça? Oh, c'est merveilleux. Il suffit de se reculer pour que ça marche. Bon, alors, j'ai une question sur hier, sur demain et sur aujourd'hui. Puisqu'il y en a une, c'est êtes-vous pour les méthodes d'apprentissage mixte, qui nous renvoie donc aux années de l'immédiate après-guerre, et qui est lecture globale puis travail des sons, avec, que pensez-vous des méthodes Ratus, Gaffy, École des albums? C'est les trois séries qui viennent de, disons, les trois best-sellers des années 80, années 90, et peut-être l'École des albums demain est en train de monter. Après, pourquoi y a-t-il autant d'illettrisme aujourd'hui et quelle forme d'apprentissage chez les adultes? Et puis au XXIe siècle, comment enseigne-t-on? Alors, la lecture phonétique, je ne sais pas de quoi, et la lecture électronique, ça veut dire les lectures sur écran ou numériques à nos chères têtes blondes et brunes. Alors, première chose, moi je ne vais pas vous dire pour quelle méthode je suis. Moi, mon idée, c'est que tout enfant qui apprend à lire a eu tout ce dont il avait besoin pour apprendre à lire. Et que vous trouvez avec les meilleurs outils ou avec les pires outils de l'apprentissage, avec les meilleurs outils de l'échec. Donc la question est plutôt de savoir quels sont les éléments qui entrent en combinaison à un moment donné qui permettent, qui facilitent ou qui autorisent le succès le plus rapide des enfants. Le point sur lequel je suis d'accord avec les maîtres des années 60 et 70 en reprenant les analyses dans les cahiers, c'est qu'effectivement, le souci de promouvoir une lecture de haut niveau, d'emblée, c'est-à-dire une lecture de compréhension de texte, s'est fait dans les années 60 et 70 au détriment d'un travail plus lent, plus répétitif, quelquefois moins passionnant, suffisant pour certains enfants en difficulté. Si vous voulez, on voit très bien à cette époque-là un partage entre les enfants qui échouent en CP et les enfants qui passent avec un an d'avance, qui sont presque 20% en 1960. C'est-à-dire que vous sentez très bien à quel point les pré-apprentissages, le fait qu'on ait affaire à un enfant à qui ses parents ont lu tous les soirs des albums, qui sait ce que c'est qu'une lecture, qui sait ce que c'est qu'un album, qui sait qu'il y a des mots qui reviennent régulièrement. C'est-à-dire tout ce qui va constituer un savoir de la culture écrite, ce qu'on dirait qui est du côté de la literacy, on dirait aujourd'hui, va rendre infiniment plus efficace un travail qui est un travail de strict travail technique de décodification ou de codification, les enfants sachant qu'il y a des sons, il y a des lettres, et qu'évidemment l'écrit fonctionne pas comme du dessin, mais l'écrit est bien une manière d'encoder de la langue orale. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, vous trouvez beaucoup de familles de milieux très cultivés qui apprennent à lire à leurs enfants très bien avec la méthode Bocher. C'est ce qui fait qu'elle continue de faire son succès dans les milieux, dans le commerce. Parce que d'une certaine manière, elle est un mini solfège où il n'est jamais question de musique, mais seulement de solfège. Et il n'est pas nécessaire, pour ces enfants qui par ailleurs ont de la musique de lecture à la maison tant et plus, d'avoir autre chose qu'un instrument de type solfège. Le problème, c'est les autres enfants. Et du coup, vous voyez bien comment les méthodes mixtes de l'après-guerre ont essayé de gagner sur tous les tableaux, je dirais de manière indifférenciée. On n'avait pas du tout l'idée à l'époque de la nécessité de prérequis culturels pour l'apprentissage de la lecture. On voyait bien tout ce qui était nécessaire du point de vue de l'audition, de l'ouïe, de la capacité d'être bien dans son schème corporel, comme on disait à l'époque, avec l'idée d'une lecture qui est asymétrique et une écriture qui est asymétrique. Donc il faut le problème des inversions de lettres, des lettres symétriques qui est normal et qui doit progressivement être inhibé pour que les enfants ne confondent pas un P et un Q, alors que quand vous avez un couteau sur la table, qui soit disposé la lame vers l'extérieur ou vers l'intérieur, c'est toujours un couteau. C'est rien d'autre qu'un P et qu'un Q. Et donc cet apprentissage culturel-là, technique, on en voit bien la raison, mais il fonctionne diversement selon que vous êtes dans un milieu où il y a ces pré-entraînements. Et je pense
que tous les discours des années 60, 70, qui étaient sur lire 80, lire c'est comprendre, d'une certaine manière, ont fait sous-estimer la lenteur et l'énergie nécessaire qu'il faut consacrer à la question du déchiffrage. Je suis très frappée quand je interviewe beaucoup de maîtresses qui ont maintenant 80 ans et qui ont été des grandes virtuoses de l'apprentissage de la lecture, à quel point dans les années 70, d'une certaine manière, elles ont changé leur discours. Elles n'ont pas changé leur pratique, elles étaient très bonnes, elles le sont restées, mais elles ont pris conscience de la nécessité du lire, c'est comprendre. Alors que le discours qu'elles avaient appris jeunes maîtresses, c'était lire, c'est oraliser à voix haute sans faire d'erreur. Et sentir que d'un seul coup, pour entrer en 6e, ce n'était pas ça qui était l'urgence, leur a fait développer très rapidement un discours qui était simplement sur la signification, ce qui fait que les jeunes qu'elles ont formés, souvent, ont cru à ce discours-là et n'ont pas vu tout le travail qu'elles faisaient dans la classe, qui était le travail très technique d'automatisation des déchiffrages. Alors je dirais, pour répondre à l'illettrisme, c'est un petit peu la même chose sur la question de l'illettrisme adulte, puisque moi j'emploie le mot illettrisme pour parler des adultes. J'aime pas tellement me servir du mot illettrisme pour parler dans l'école. Tant qu'on est en apprentissage, on ne peut pas encore être qualifié d'illettré. Alors autrement, on dit il y a 100% d'enfants d'illettrés à 2 ans, il y en a un petit peu moins à 4 ans et demi. Bon, vous voyez que l'usage du mot illettrisme dans ce sens-là me paraît provoquer rapidement des absurdités. Alors, dans les années 80, c'est au moment d'une crise de l'emploi et du chômage qu'on a découvert l'existence d'une portion de population extraordinairement importante d'adultes illettrés. Alors, rappelons-nous que aux États-Unis, c'est à l'occasion de la crise de 29 qu'on a fait le même constat. Et moi, je me souviens avoir lu dans les années mes jeunes années de professeur d'école normale, avant d'être professeur d'IFM, des textes des années de l'entre-deux-guerres aux États-Unis parlant de l'importance de la population illettrée. Et je disais, ça n'arrivera jamais chez nous, comment c'est possible? Alors, c'était la même chose. C'est toujours quand il y a un changement de paradigme, d'exigence sociale, qu'on découvre qu'est pas suffisamment formée en lecture, une fraction de la population qui n'était pas plus formée avant, mais ça n'avait pas d'importance. Nous, dans les années 60-70, quand j'ai commencé à travailler, c'était une époque de plein emploi économique, où on allait chercher au Portugal, au Maroc, des adultes analphabètes qui étaient employés dans le bâtiment et qui étaient employés dans les usines. Personne ne leur demandait s'ils savaient lire. Du jour où les usines ont fermé, les usines d'automobiles ont débauché des gens et où le BTP s'est effondré, alors il a fallu trouver un autre emploi pour ces gens-là et on a découvert qu'ils ne savaient pas lire et écrire. Donc vous avez en permanence des révélateurs conjoncturels d'une réalité de l'insuffisance de la lecture à un moment donné. Sauf que si nous entrons dans une société de la connaissance, comme on dit aujourd'hui, où les connaissances sont des connaissances non pas à perpétuité, comme des savoirs scolaires mémorisés définitivement. Je ne parle même pas des savoirs religieux du XVIIe ou du XVIIIe siècle, qui sont des vérités éternelles, et pour lesquelles ça vaut la peine de dépenser de l'énergie, puisqu'on les gardera jusque dans l'au-delà. Aujourd'hui, la société de la connaissance est une société de la connaissance éphémère. C'est-à-dire qu'en gros, on se dit que tous les 5 ans, il va falloir que vous révisiez vos savoirs. Ce qui veut dire que tous les 5 ans, alors c'est un symbole, c'est pas comme ça que ça se passe, mais régulièrement, vos savoirs étant disqualifiés, vous vous trouvez illettrés devant de nouvelles technologies. Et nous l'avons tous vécu avec le problème des technologies de l'informatique. C'est vrai que pour manipuler des bases de données, pour fabriquer un PowerPoint, comme vous avez vu, je suis d'une maladresse qui fait que je ne peux pas travailler sans aide. J'ai besoin d'un technicien à côté de moi, exactement comme un enfant a besoin d'un adulte tuteur pour pénétrer. Alors, ce n'est pas simplement le problème technique de l'apprentissage, c'est le problème de l'interface entre la transmission culturelle, la signification et la technologie. Et vous voyez bien comment les jeunes d'aujourd'hui ont des modalités, ont une ignorance absolument phénoménale
sur des points qui nous paraissent les bases de notre propre littératie, de notre propre culture écrite, et on n'arrête pas de déplorer qu'ils ne savent rien sur rien, mais en même temps, ils ont un nombre de savoirs qui nous paraissent, futiles, inutiles, ou au contraire, terriblement utiles pour répondre à des objectifs sociaux et relationnels qui sont les leurs, mais dont nous nous sentons quelquefois difficilement privés dans un certain nombre de situations sociales. Je dirais que ce sont ces mutations culturelles qui sont très, très difficiles à vivre, parce que nous ne pouvons pas anticiper ce qui, dans les nouveaux savoirs sociaux écrits, images, sons qui arrivent, relève du futile ou relève du structurant. Et donc, on a bien le sentiment de la perte et de l'abandon, mais on n'a pas déjà le sentiment de ce qui va être, les fondamentaux de ce qui va être l'avenir. Je sais par exemple, j'ose pas trop le dire à mes collègues littéraires, que la littérature est déjà condamnée comme lieu d'acculturation des jeunes générations, alors qu'elle a été pendant très longtemps ce qui instituait les langues. Aujourd'hui, les textes littéraires, même pour les élèves qui se destinent à des études non scientifiques, sont des objets étranges, alors qu'ils ont constitué des bases de référence. C'est pour ça que le mot illettrisme doit être pris à tous les niveaux, si on l'étudie, si on en use tel qu'en usent les organismes internationaux. Il reste qu'il a quand même un usage privilégié qui est du côté de la codification de l'écriture. C'est-à-dire que moi, je continue de penser qu'il ne faut pas noyer dans ce vocable d'illettrisme généralisé, dont je vous ai expliqué, signalé l'ampleur, l'oubli de ce qui est, comme dans les années 70, la question des automatismes de décodification, qui ne sont pas les mêmes selon les langues, qui ne sont pas les mêmes selon les alphabets, qui ne sont pas les mêmes selon les orthographes, puisqu'on sait que une des parties, des raisons qui expliquent le bas niveau de performance des élèves francophones aux études internationales, aux évaluations internationales, c'est très probablement la difficulté spécifique de l'orthographe du français, puisque ces évaluations ne sont jamais des évaluations en lecture, elles sont toujours des évaluations en lecture-écriture, ce qui est, puisqu'ils doivent répondre par écrit à un certain nombre de points. Voilà. Je pense que peut-être c'est l'heure. Voilà, je n'ai pas répondu beaucoup. Je pense que ça veut dire que nos maîtres ont toujours beaucoup de travail à faire et que ce n'est pas sur eux qu'il faut tirer en premier.
Ça marche drôlement bien maintenant. Je te laisse qui m'a. Ah, ben,